Lorsque l'on se penche sur les chiffres de l'évolution de la démographie mondiale pour les années qui viennent, ils conduisent à regarder différemment les questions d'immigration, ou bien, dit autrement, à ne pas placer le risque là où il ne se trouve pas. Voici une première carte du monde où l'on voit en jaune les pays où les plus de 60 ans représentent entre 10 et 17% de la population, en rouge ceux où ils constituent plus de 17%, comme le Canada et plusieurs pays d'Europe, et pour certains pays, comme en Italie ou au Japon, les 60 ans forment jusqu'à 25% de la population. En 1950, les plus de 60 ans formaient 7% de la population dans le monde. En 2000, donc 50 ans plus tard, ils sont à peu près 10%. Et en 2050, ils pourraient franchir la barre des 21%. Le vieillissement de la population mondiale n'est plus une perspective, c'est une réalité. Le phénomène est très rapide et ses causes sont planétaires. Alors pourquoi? Eh bien à cause de deux phénomènes concomitants. D'abord avec les progrès de l'alimentation, de l'hygiène, de la médecine, de l'éducation, on assiste presque partout à la baisse de la mortalité et à l'allongement de la durée de la vie. Dans le monde, l'espérance de vie est passée en 1950 de 46 ans et demi en moyenne à 65 ans et demi en 2005. Deuxième phénomène, la natalité baisse dans de très nombreux pays, et pour de multiples raisons, comme l'éducation des filles, la politique de l'enfant unique en Chine, les transitions socio-économiques qui sont difficiles pour les États de l'ancien bloc communiste. Donc d'un côté, la natalité baisse, et de l'autre, l'espérance de vie augmente. Résultat, la population mondiale vieillit. Alors étudions un peu le cas de l'Europe, car le phénomène de vieillissement est plus accentué dans les pays riches. Premier constat, les pays de l'Union européenne ont connu une hausse de l'espérance de vie à la naissance de presque 3 mois par an en moyenne. Or, pendant cette même période, les taux de fécondité des mêmes pays baissent. Ils deviennent tous inférieurs au seuil de renouvellement des générations, qui est de 2,1 enfants en moyenne par femme. En France, en 2006, il est de 2. Il est de 1,25 en Espagne ou en Italie, et aussi en République tchèque ou en Pologne, qui sont tous deux de nouveaux États membres de l'Union depuis 2004. En Russie, le taux de fécondité ne dépasse pas 1,2 enfants par femme. On est donc loin du seuil de renouvellement des générations, qui, je vous le rappelle, est à 2,1 enfants par femme. Alors cette augmentation de l'espérance de vie et cette baisse de la natalité se répercutent sur la pyramide des âges dans les pays de l'Europe des 25 en 2004. Alors ce qu'on appelle une pyramide des âges, c'est la répartition par sexe et âge de la population d'un pays à un instant donné. Par convention, les hommes sont à gauche et les femmes à droite. Les effectifs sont portés horizontalement et les âges verticalement. Et la forme et les variations de la pyramide sont tributaires des variations de la fécondité. Eh bien, le constat est immédiat. La pyramide n'a pas la forme d'une pyramide, puisque à partir des moins de 35 ans, le diagramme rétrécit nettement, ce qui correspond à une chute de la natalité continue depuis 1970. Le vieillissement en Europe est donc très rapide. On comprend donc que le vrai risque, c'est de voir la population des pays européens diminuer. Car si on regarde la pyramide de l'Europe en 2050 maintenant, on constate que la forme même de pyramide disparaît complètement, puisqu'on a une tranche supérieure plus gonflée, ce qui veut dire que les personnes âgées seront plus nombreuses que les plus jeunes. Par exemple, en France, il y avait 200 centenaires en 1950, ils seront 150 000 en 2050, c'est-à-dire 100 ans plus tard. Donc, qui va prendre en charge ces personnes âgées? Qui pourra les soigner? Qui paiera leurs soins médicaux et leurs retraites? Et puis à terme, il faut aussi anticiper sur la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de matières grises. Donc le vieillissement de la population fragilise aussi la croissance économique de nos sociétés européennes. Alors que fait-on? Des politiques natalistes qui favorisent les naissances, ou alors des politiques migratoires contrôlées mais suffisantes? En tout cas, c'est cette formule que recommandent les organisations internationales comme le CDE. Alors regardons maintenant un planisphère sur les soldes migratoires, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui immigrent dans un pays chaque année
et le nombre de ceux qui en émigrent, c'est-à-dire qui le quittent. Par exemple, on voit sur cette carte que les États-Unis sont représentés en orange, ce qui signifie qu'ils ont enregistré plus d'entrées d'immigrants légaux que de sorties d'émigrants. Or, on le sait, ce pays connaît un grand dynamisme démographique, mais aussi économique. Les flux migratoires sont importants aussi dans des pays comme le Canada, l'Australie, mais aussi l'Espagne et l'Irlande. Et les économies espagnoles et irlandaises sont parmi les plus dynamiques de l'Union européenne, avec des taux de croissance de 3,9% pour l'Espagne, de 6% pour la République d'Irlande en 2006. De son côté, la France, avec un solde migratoire positif de 93 600 personnes en 2006, soit 1,5 immigrants pour 1000 habitants, eh bien la France accueille proportionnellement moins d'immigrés que ses voisins, ce qu'on ne dit pas. D'ailleurs, on peut rappeler que c'est aussi politiquement de courte vue, puisque le vote au sein de l'Union européenne est proportionnel au poids démographique du pays. On a donc une contradiction entre les besoins économiques et démographiques de plusieurs pays dans le monde, notamment en Europe et en France, et l'approche politique du migrant, c'est-à-dire criminalisation croissante des illégaux dans les discours politiques comme dans les appareils législatifs, un discours qui souvent consiste à parler de risques migratoires, parfois même de la menace que les migrants feraient peser sur la sécurité, sur l'emploi, sur les systèmes sociaux, voire sur l'identité profonde des pays d'accueil. Par exemple, vous voyez cette photo. Les journaux eux-mêmes accentuent cette idée de pression, de vague. Autant de menaces imprécises, plus médiatiques que réellement mesurables, mais face auxquelles les pays riches s'équipent de dispositifs, notamment la construction de barrières juridiques ou matérielles, afin de sanctuariser les territoires face à l'immigration clandestine. Regardez cette carte de l'Union européenne. Le tracé que l'on voit autour des pays de l'Union européenne, ce sont les frontières de Schengen. La politique de visa applicable dans l'espace Schengen équivaut quasiment à interdire l'accès du territoire européen à la plus grande partie de la population mondiale, mais sans le dire. Et puis les points que l'on voit, ce sont des camps d'attente pour les migrants, ou bien de détention ou d'éloignement pour les personnes en demande d'admission ou en attente d'expulsion. Eh bien, à l'échelle de l'Europe, on pourrait parler de forteresse, effectivement, avec une volonté assez marquée de mise à l'écart des étrangers sur le sol européen. Les politiques migratoires mises en place par les pays de l'Union répondent moins aux problèmes posés par le déficit démographique qu'à la xénophobie ou aux amalgames. Or, seulement 3 personnes sur 100 vivent dans un pays où elles ne sont pas nées. Les migrations définitives et temporaires ne concernent que 5% de la population mondiale et ces migrations sont à 60% sud-sud. Alors voilà, nous avons voulu porter à votre connaissance ces quelques chiffres qui sont compliqués et vous montrer ces pyramides des âges qui sont préoccupantes. Il est impossible de développer un discours positif sur l'immigration alors que les migrations sont une réponse à ce risque majeur qu'est le vieillissement de la population de l'Europe. Eh bien, c'est ce qui s'appelle mal gérer un risque et se tromper de menace. Bien, si vous voulez approfondir ce thème qui est complexe et qui devrait être plus technique que politique, vous pouvez lire Démographie politique de Gérard-François Dumont aux éditions Ellipse. Je vous signale que la Revue française des affaires sociales a publié tout un numéro sur les nouvelles dynamiques des migrations. Et puis, je vous invite à aller voir une très belle exposition de photos. Ce sont les photos de la Société de géographie. Elles sont exposées à la Bibliothèque nationale sur le site Richelieu à Paris jusqu'au 16 décembre 2007. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces références sur le site du Dessous des cartes, dont l'adresse est arte.tv.